L'IA remplacera-t-elle les data analysts d'ici 2030? C'est quasiment certain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Place aux experts. Place aux experts, c'est un format où l'on décrypte les coulisses des métiers de la data avec des experts du sujet. Le data catalogue, pour moi, c'est un outil central pour l'acculturation et la structuration des projets data qui vont être derrière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Maire, Head of Data Governance chez Groupe Etam. Comment vas-tu, Camille? Merci, très bien. Et toi? Écoute, ça va super. Je suis vraiment ravi de t'accueillir et d'inaugurer avec toi ce tout nouveau format. Alors j'aimerais bien dans un premier temps qu'on revienne sur ton parcours. Aujourd'hui, tu as un poste clé chez Etam, mais si on revient un peu en arrière, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours et comment en es-tu arrivé à te spécialiser dans la gouvernance des données? Alors moi, j'ai commencé la data il y a environ 20 ans maintenant. Ça explique un peu les cheveux et la barbe blanche. Ça ne voit pas trop, je te rassure. Merci, c'est gentil. Du coup, j'ai commencé les 15 premières années de ma vie professionnelle dans la finance. Principalement autour des problématiques de réconciliation de données et d'impact des projets réglementaires, un peu comme MiFID II ou IFRS 9 sur la data. Ensuite, j'avais le désir de découvrir d'autres secteurs d'activité. Et puis, je me suis rendu compte que la data était toujours vraiment très centrale là-dedans. Donc, du coup, j'ai réorienté ma carrière sur la data governance. Donc, je me suis formé auprès d'un cabinet de conseil, avec un cabinet de conseil pour commencer, pour pouvoir justement monter en compétence là-dessus et pouvoir aller adresser de nouveaux secteurs d'activité. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai pu, en fait, en fonction des différents clients chez qui j'ai pu intervenir, que ce soit chez AXA ou à la CMA CGM ou au Crédit Agricole, à la Banque Postale, en fonction de leur maturité, j'ai pu avoir des missions très variées pour accompagner la vie du data office et la structuration de celui-ci avec la gouvernance. Donc c'était très enrichissant chacune de ces expériences et j'ai pu du coup on va dire prendre en compétence sur tout le domaine de la data et du data management. Et là, depuis maintenant 1 an, je suis, avec toutes ces compétences-là, en train de les déployer au sein du groupe Etam. Ok. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais définir rapidement ton rôle? C'est quoi un Head of Data Governance concrètement? Alors, concrètement, mon day-to-day, c'est de aller beaucoup acculturer les équipes, parce que c'est vraiment le bas qui blesse à chaque fois, quelle que soit la maturité de la boîte, c'est de pouvoir avoir une adhésion à la notion de data et de qualité de la data. Et donc, la principale activité, pas principale, mais une très grande activité, c'est de pouvoir aller justement prodiguer cette bonne parole auprès des métiers, mais aussi au niveau de la DSI, puisque malgré tout, même la DSI va avoir des manquements dans leur connaissance de la data et de l'importance de la qualité de la donnée. Donc, il y a cette importance-là. Et après, il y a évidemment un aspect un peu plus technique qui est de pouvoir mettre en place des normes, des standards qui sont, on va dire, du marché, mais de pouvoir les déployer dans l'entreprise. Et également, on a le domaine des rôles et responsabilités, justement. On revenait par rapport au métier ou par rapport à l'IT. On a la nécessité d'impliquer les gens par l'acculturation, mais aussi par la responsabilité dans la donnée. Donc, on va aller poser des responsabilités pour chacun afin de vraiment accompagner de façon pérenne cette qualité de la donnée. Voilà. Ok. Justement, tu as un parcours assez riche et j'aurais aimé savoir quelle est la pire erreur data que tu as pu voir dans ta carrière. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur précise, mais c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois. Okay. Alors, c'est vraiment dans le domaine de la gouvernance, c'est sur le data catalogue. Alors, pour préciser, le data catalogue, c'est en fait, c'est un des outils de support de la gouvernance de la donnée qui permet justement de pouvoir cataloguer toute la donnée, comment elle transite, son cycle de vie, etc. Et alors, l'erreur principale, c'est de dédier ce catalogue à des outils, enfin pas des outils, pardon, mais plutôt à une vision IT. C'est-à-dire qu'on va cataloguer tout ce qui se passe dans les bases de données, dans les applications, etc. Et par contre, on ne raccroche pas
à ce qui se passe côté métier. On a une espèce de décorrélation. On va faire un super catalogue IT et par contre, pas de côté métier, quasiment pas de corrélation au métier. Et ça, c'est un énorme fail dans les projets data. Et du coup, tu as remarqué ça à plusieurs reprises. Qu'est-ce que cette expérience, du coup, t'as appris? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour contrer ça? Ça m'a appris, en tout cas, que ce soit pour le data catalog précisément, mais en fait pour l'intégralité des projets qui peuvent exister, que c'est toujours exclusivement nécessaire de vraiment faire une jointure entre les métiers et l'IT. C'est indispensable, et ça dès le début du projet. Donc ça m'a beaucoup appris, et d'ailleurs j'ai pu réagir certaines fois dans l'intégration, pouvoir dire ok, on arrête ces trucs-là, on arrête de faire que de l'IT, on va voir les métiers, et ensuite on reprendra peut-être le côté IT, mais c'est vraiment cette leçon-là que j'ai pu avoir. Partir du métier pour ensuite découler une stratégie data. C'est ça, exactement. Très clair. Et du coup, à contrario, quel est le projet data dont tu es le plus fier? Alors, je me souviens, vraiment dans mes débuts dans la data gouvernance, il y a une notion qui s'appelle le data lineage. Donc, en fait, c'est pouvoir tracer, justement, parler des métiers, de l'utilisation des métiers de la data jusqu'à la table ou la colonne qu'il y a dans chacun des systèmes. Il faut vraiment tracer finement comment elle va circuler dans les systèmes. Et en fait, au tout début, j'ai pu, par des ateliers avec des utilisateurs clés chez Safran, plusieurs ateliers, plusieurs itérations, mettre en place des bons data lineage qui étaient très compréhensibles, très visibles, et du coup qui étaient un apport très important dans cette démarche-là. Donc ça, c'était une satisfaction d'avoir un retour là-dessus, de se dire voilà, ça c'est la bonne méthode, on va dans le bon sens et on continue, quoi. Ok, très clair. Bon, écoute, maintenant qu'on a un peu élagué ton parcours, j'ai envie de te proposer un petit défi. Très bien. Un jeu qui va mettre tes expériences et ton expertise à l'épreuve. Un data quiz. Alors, le concept est extrêmement simple. Devant toi, tu as 30 questions derrière toutes ces cartes. Chacune autour de la data. Tu dois en tirer 5 au hasard et tu as 10 minutes pour répondre. Tu as le droit à un joker. Et l'idée, c'est que tu puisses répondre le plus clairement possible en apportant ta vision et des cas concrets. Ça te va? Ça me va. Eh bien, écoute, je te propose de tirer du coup 5 cartes. Ne les retourne pas. C'est moi qui vais m'en charger. D'accord. On va commencer par l'extérieur. Tiens, une qui est en dessous là. Hop. T'es sûr que t'as pas mis plusieurs questions pareilles, hein? Non, t'inquiète pas, c'est bien fait. Bon, tu es prêt? Je suis prêt, allez. Allez, première question. Ah. Si tu étais un outil data, lequel serais-tu et pourquoi? Facile. Je viens d'en parler, hein. C'est le data catalog. Pour moi, c'est pour ma paroisse à moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un outil central pour la culturation dont on a parlé tout à l'heure et la structuration des projets data qui vont être derrière. Et comme cas concret, par exemple à la CMA, CMA-CGM, on a intégré Colibra qui est un des outils leaders du data catalog. Et tous les jours, des lineages sont sortis. Donc, on parlait de data lineage de finement. C'est dans ces outils-là qu'on peut les avoir. Et les utilisateurs les visualisent et peuvent vraiment comprendre leurs données du métier, donc vraiment finement jusqu'à l'utilisation dans les systèmes. Ok. Bien répondu. Deuxième question. A. La centralisation des données est-elle préférable à une approche décentralisée? Alors ça, c'est aussi une question centrale, on va le dire. En gros, ça dépend de la structure des entreprises. Moi, je suis un adepte de la décentralisation des données via le data mesh. Alors, on n'entrera pas dans le détail de ce que peut être le data mesh, mais c'est une méthodologie, en gros, qui va permettre de fédérer, ce qu'on appelle fédérer la donnée, et de pouvoir donner un accès directement au métier. On en revient toujours à eux. Et ça permet de faire la connexion avec les métiers. C'est-à-dire que les équipes IT, en fonction des besoins des métiers, vont produire des data products qui vont être utilisés par les métiers. Et donc, du coup, on est sur vraiment de la fédération, donc de la décentralisation de données
enfin de la gestion de la donnée. Et ça permet de justement embarquer vraiment tout le monde dans la nécessité de remettre la data au centre du jeu, quoi. Ok, C'est bien répondu? c'est bien répondu. Ça va. Allez, troisième question. Ah, j'aime bien celle-là. Un concurrent lance une technologie révolutionnaire. Comment tu réagis? Comment je réagis? Alors, on va pas faire de l'espionnage industriel, hein, mais c'est important et on le voit tous les jours, hein, il y en a des nouvelles technologies qui arrivent. Et on a parlé d'IA et voilà, il ne faut pas se braquer, il faut pouvoir aller regarder comment c'est fait, qu'est-ce qui est révolutionnaire et se dire, en fait, c'est intelligent. Enfin, si c'est vraiment intelligent, il faut pouvoir l'apprendre, le comprendre et le réutiliser à bon escient pour son cas particulier, quoi. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça. Qu'est-ce qui pourrait me venir? On parle d'IA, voilà, pas les IA gènes, mais plutôt les moteurs IA qui peuvent être faits ça. Enfin, les applications ou même les éditeurs qui peuvent sortir des nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA. Si par exemple sur le data catalog, j'en reviens un petit peu parce que je connais bien. Il y a un éditeur qui a sorti un assistant IA très performant qui permet de prendre toute l'information qu'il y a dans le catalogue et de le sortir justement en langage naturel et des réponses compréhensibles vraiment de n'importe qui. Et il y en a un qui l'a fait et là, tout le monde s'en est inspiré et tout le monde sort au fur et à mesure du temps ces assistants IA sur les data catalogues qui va devenir du coup quelque chose de normal alors que c'était un peu quelque chose d'assez révolutionnaire. Toi, tu travailles dessus, du coup? Tu travailles sur ce sujet? Je travaille, j'aimerais retravailler dessus. Chez Etam, pour l'instant, on n'a pas de catalogue. Mais idéalement, j'embarquerai un outil avec cet assistant. Forcément, ce sera discriminant pour justement la facilité d'acculturation et des choses comme ça, quoi. Ok. Allez, quatrième question. L'IA remplacera-t-elle les data analysts d'ici 2030? Alors, c'est vrai que c'est difficile de voir vraiment le chemin vers lequel on va y aller, mais forcément, c'est quasiment certain. Parce qu'en fait, les data analystes font des algorithmes de data science et de recherche, de prédiction, des choses comme ça, qui sont pas très très loin d'être faits déjà par des moteurs d'IA. Donc on est quasiment déjà à cette étape-là. La seule différence, c'est le côté de pouvoir récupérer les besoins avec les métiers. Ça, je ne sais pas comment une IA pourra aller voir un métier, récupérer le besoin, on va dire le formaliser et pouvoir le transformer en réalisation. Ça, je pense que c'est un truc, pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être, on verra, mais c'est pas encore tout à fait prêt là-dessus, quoi. Ouais, la compréhension métier, le fait de pouvoir se déplacer dans une BU, de comprendre les problématiques, ça, bon. Les soft skills, pour l'instant, l'IA, elle n'est pas dedans, quoi. Mais peut-être que, voilà. Donc, c'est une réponse, une demi-réponse, quoi. Ouais, c'est ni oui ni non. C'est pas, on verra ça tout à l'heure, mais c'est ça. Allez, dernière question. Si tu pouvais remonter le temps pour conseiller une entreprise sur sa stratégie data, à quelle époque tu interviendrais et pourquoi? Pas la plus facile. Ouais, et je vais faire un joker, du coup. Tu utilises ton joker? J'utilise mon joker. Allez, je te laisse repiocher une carte. Heureusement qu'il était là. Tiens, toujours par le bout. Hop. Toujours par le bout. Allez. T'as plus de joker, hein. Ah, j'ai plus de joker. Flûte. Bon, toujours sur l'IA. Les investissements en IA justifient-ils toujours leur coût en retour sur investissement? Alors, là, il commence à sortir des choses pour justement faire cette étude-là, de dire que tous les milliards qu'on met sur la table, machin, pour l'instant, on n'a pas trop d'arriéré là-dessus. Et à mon avis, c'est un peu surchiffré par rapport au ROI qu'il peut y avoir. Quand on parle de centaines de millions, de milliards, je sais pas, des milliers de milliards, tout c'est la surenchère des investissements. Le ROI derrière, pour moi, est assez limité parce que ce qui est très visible et ce qui est assez vendable, c'est l'IA Gen en ce moment, tripatouiller des vidéos et des images. Derrière, l'intégration d'IA dans les structures,
est beaucoup plus complexe que ça et nécessite un investissement tel que le ROI peut rester assez faible. Donc, je pense que ça ne justifie pas. Ok, très bien. Bon, bah, écoute Camille, bien joué. Comment tu te sens après ce petit heureusement challenge? que le Joker était là. Heureusement que le Joker était là. Ça m'a sauvé. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'un peu différent. Tu as montré que tu maîtrises ton sujet, mais qu'est-ce qui se passe quand tu dois faire un choix impossible? C'est l'objet de ce nouveau challenge, le data dilemme. T'es prêt? Je suis prêt. Bon, je t'explique le concept, c'est assez simple. Je vais te proposer un dilemme et toi tu dois trancher. D'accord. Attention, pas de réponse diplomatique. Il faut que tu choisisses ton camp et que tu te donnes une réponse claire et précise. Ok. Premier dilemme, structure de données en data mesh ou centralisée? Ah, bah ça c'est bien. Là, je vais pouvoir prendre parti. Data mesh à fond et en plus, voilà, c'est très à la mode en ce moment et ça permet de en fait aller vraiment dans ce qu'on parlait tout à l'heure de la fédération de la donnée et en plus de la structuration ce qu'il peut y avoir derrière des data platforms. Donc data mesh à fond. Ok. Pour tout type d'organisation? Non. Non. C'est pour là où du coup je peux pas modérer mes propos, mais non, c'est vraiment. Cherche à te piéger là. Non, ça nécessite un gros budget et déjà une structure et une maturité forte. Donc c'est vrai que c'est l'étape idéale pour les grands groupes. Pour les petites structures, on n'en parle pas, quoi. Ok. Deuxième dilemme. Bonne qualité de données ou rapidité d'exécution? Ah, ça va. C'est sans commune mesure la qualité de données. Évidemment, c'est central. C'est ce qui permet, alors là, travailler dans le retail, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'une petite erreur peut entraîner une perte de vente, un panier abandonné trop fort ou mauvais étiquetage des articles en magasin. Enfin, voilà, une petite chose très importante. Alors que la rapidité d'exécution, voilà, c'est moins impactant. Ouais, mais si jamais tu as le business qui vient te voir, qui te dit il me faut les donner maintenant et que toi, tu n'es pas sûr. Bah, je les donne pas. non, parce que c'est tellement, c'est tellement casse-gueule de faire ce genre de démarche-là, mais voilà. Ok. Large accessibilité aux données ou verrouiller les accès? Alors, ouais, c'est vrai que ça c'est plus difficile pour prendre parti. Verrouiller les accès. Ok. Je pense que, en plus toutes les problématiques qu'on voit en ce moment sur l'utilisation de la donnée personnelle à outrance et sans réglementation, enfin il y a des réglementations mais sans l'application de la réglementation, fait qu'il vaut mieux verrouiller, pas donner les accès à ces données personnelles ou aux données sensibles, plutôt que de dire bon voilà c'est de l'open data à fond et on fait n'importe quoi et on en tire des bénéfices alors que les gens n'ont pas donné leur accord, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok, alors peut-être une petite dernière. Allez. Gouvernance unique pour l'ensemble de l'entreprise ou gouvernance adaptée à chaque BU? On revient un petit peu au data mesh, mais c'est pas vraiment ça. Une gouvernance centralisée malgré tout. Okay. La gouvernance doit rester centralisée par rapport à la perte de cohérence dans les différentes. Si chacune des BU va intégrer sa propre gouvernance, on aura des divergences parce qu'il y a forcément des interactions entre les différentes BU. Donc, si on n'a pas une gouvernance centralisée, il y aura des bisbilles entre BU pour l'utilisation des données. Donc, gouvernance centralisée à fond. Très bien, Camille. Bah écoute, bravo. Bravo pour ces réponses. Merci. Je te remercie en tout cas d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à commenter et à liker. Ça nous permet de savoir si ce format vous intéresse. Vous retrouverez les informations sur EasyD et sur Camille en description de l'épisode. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.